Bonsoir à tous, priorité au direct. Nous allons écouter les avocats de la jeune Strasbourgeoise de 22 ans qui a été prise en charge trop tardivement par les urgences. On les écoute. En fait, ça ne peut pas être une fin en soi. L'opératrice a peut-être commis une faute, l'enquête elle le déterminera. Quand on écoute l'enregistrement, c'est vrai que c'est surprenant, c'est cynique, c'est indigne, mais ce serait peut-être trop facile en fait de charger uniquement l'opératrice. Pour vous, c'est toute l'organisation qui est défaillante? Défaillante pour l'instant, je n'en sais rien. C'est l'objet en fait de cette enquête. Donc on ne va pas tirer des conclusions hâtives. Le seul constat qu'on peut faire pour l'instant, c'est que le traitement qui a été réservé à Naomi par l'opératrice est curieux, étrange. Mais après, voilà, à voir ce que la suite nous révélera. Est-ce qu'il y avait un médecin régulateur qui était présent, qui a participé à cet entretien téléphonique ou non? Est-ce que c'est une décision qu'elle a prise de son propre chef de ne pas envoyer le SAMU? Pourquoi le médecin régulateur, s'il n'y en avait pas, pourquoi il n'y en avait pas? Voilà, donc il y a de nombreuses interrogations qui restent en suspens. Et comme je vous le dis, la famille ne souhaite absolument pas que l'on charge uniquement, exclusivement l'opératrice. Et au-delà de ça, la famille est très attentive et se pose la question si l'opératrice, est-ce qu'elle a été formée à l'accueil? Est-ce que c'est un agent qui était là depuis un certain temps? Est-ce qu'elle n'était pas en fin de service? Est-ce qu'il n'y avait pas une surcharge de travail? Est-ce qu'il n'y a pas un burn-out derrière? Donc il y a un certain nombre de questions qui doivent être posées sur les conditions de travail en général et en particulier des urgences. Puisqu'il est un peu facile de stigmatiser un agent et peut-être il faudrait que les autres, ou plutôt le service, se posent les questions et éventuellement au-delà, je dirais, de l'hôpital, toute la chaîne du ministère de la Santé sur ce point-là, puisque je pense, comme tout le monde, on entend très régulièrement que les urgences sont exsangues, qu'ils sont à bout de souffle. Ça fait un certain temps que toute la presse fait l'écho de par les différents interlocuteurs, et notamment le docteur Pelou, des difficultés des urgences, et qu'il fallait malheureusement qu'il y ait une jeune fille de 22 ans, mère de famille, qui décède, pour maintenant on se pose les bonnes questions au bon endroit. Donc on ne va pas stigmatiser cet agent, et on va se poser les questions. Quel est l'état d'esprit de la famille? Eh bien, ils sont un peu désemparés, ils sont leur désarroi et ils se posent la question pourquoi il a fallu que les médias s'emparent de l'affaire pour que tout d'un coup, je dirais, l'institution hospitalière, je parle de l'institution hospitalière, vienne indiquer qu'ils vont faire un rapport et s'interroger. Je pense qu'ils auraient dû s'interroger dès le 29 décembre et non pas 4 mois après. Parce que, à vrai dire, une jeune personne qui n'a pas d'antécédents médicaux, qui décède soudainement à l'hôpital, moi, ça m'interpelle quelque part. Oui, si ça n'interpelle pas l'hôpital, c'est singulier. Étant précisé que la veille encore, son père l'avait au téléphone et que tout allait bien pour la jeune fille. Donc il n'y avait absolument rien qui laissait présager que dans les 24 heures qui allaient suivre, elle décéderait. Maintenant, en fait, l'une des questions qu'on se pose, enfin que je me pose également, en fait, lorsqu'on écoute cet enregistrement, qu'est-ce qui permet au professionnel qui est derrière de déterminer qu'il y a urgence ou pas? Parce que pour moi, en fait, c'est les questions qui ont été posées à la jeune femme. Qu'est-ce que vous avez? Vous me répondez ou je raccroche. Qu'est-ce qui permet à cet agent de déterminer qu'il y a urgence ou pas? C'est la question. Si tous les appels du SAMU sont traités de la sorte, à mon avis, des urgences, il n'y en a jamais. Voilà. Donc les questions qui ont été posées, elles nous interpellent, elles nous semblent insuffisantes. Aucune question du type êtes-vous seul, êtes-vous en mesure de composer un numéro de téléphone, depuis combien de temps avez-vous mal, où avez-vous mal, est-ce que vous pouvez me le situer? Je veux dire, c'est une malade qui téléphone et on lui demande qu'est-ce que vous avez. Elle n'est pas médecin. À la limite qu'on la guide, qu'elle dise qu'elle a mal au ventre, est-ce que c'est à côté du nombril, en dessous, au-dessus? Moi, j'imaginais naïvement que ça se passait comme ça. Or là, non, en fait, là, tout ce qu'elle a eu comme traitement, en fait, c'est limite de l'indifférence, du cynisme. Mais voilà, mais il faudrait pas non plus s'arrêter uniquement à ce stade. Parce que si, on peut aussi s'interroger, est-ce qu'il y avait un nombre de véhicules suffisant ce jour-là? Est-ce que c'est pas une façon de réguler tout simplement les urgences? On est le 29, donc en pleine période de fête. Est-ce que le personnel était suffisant à ce moment-là? Voilà. Et pousser la famille de
cette journée justement du 29 décembre, est-ce que Naomi les a appelés? Tout ce qu'ils savent, c'est que Naomi a téléphoné le matin au SAMU. Le SAMU n'a pas donné suite. Avant ça, elle avait téléphoné à la police qui a appelé les pompiers, qui a renvoyé le SAMU. SAMU, donc il a renvoyé vers SOS Médecins. On sait qu'une proche s'est déplacée un peu plus tard et a essayé, soit on n'a pas encore l'information exacte, soit de contacter SOS Médecins, soit le SAMU à nouveau. Et que si c'est le SAMU ne s'est pas déplacé à nouveau. Plus tard, SOS Médecins se déplacera, constatera en fait son état grave et appellera le SAMU en urgence. Et ensuite, elle arrivera à l'hôpital et elle décédera 1h30 plus tard. Et comment a réagi la famille à la suite de la suspension de l'opératrice cet après-midi ? Pour être franc avec vous, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé en fait. La suspension, elle est tombée cet après-midi. Nous avons fait le point ce matin avec la famille, donc c'est même pas en fait une priorité pour la famille. Ça, c'est une tambouille interne. On suspend un agent, très bien, mais ça répondra pas à des questions. Et la famille, bien évidemment, ne s'arrêtera pas là. Et puis je dirais que c'est un peu simple de suspendre au bout de 4 mois un agent. On ne va pas me faire croire qu'il n'y a pas eu d'enquête à l'époque. Dès que la famille a posé des questions, il y a eu une enquête et on vient suspendre un agent 4 mois après. Ça me paraît quelque peu singulier. S'ils estimaient qu'il y avait une faute commise de l'agent, ils auraient dû la suspendre dès le décès ou au moins 3 semaines après qu'une enquête ait été diligentée. Ils avaient les bandes audio, ils connaissaient les circonstances du décès, donc pourquoi attendre ce temps ? Est-ce raisonnable de l'avoir fait ? Autre interrogation vis-à-vis de l'hôpital. Donc on a le décès et une autopsie qui est réalisée 112 heures après. Et lorsqu'on lit le rapport, donc on nous indique en fait un corps ou des organes en état de putréfaction avancée. La question bête et méchante qu'on se pose, pourquoi 112 heures ? Et quelles ont été les conditions de conservation de ce corps ? Moi, j'imaginais qu'on les mettait dans une chambre froide, que le corps on mettait dans une chambre froide et que le corps ne se dégradait plus. Or là, en fait, il y a un état de putréfaction avancé. Quelles sont les conditions de conservation du corps pour en arriver à un état de putréfaction ? Et pour l'instant, quelles sont les réponses de l'hôpital aux questions de la famille ? Aucune. Ils ont été reçus. Ils ont échangé, on leur a indiqué qu'une enquête administrative allait être diligentée, qu'ils auraient des réponses à leurs questions, mais pour l'instant, 4 mois et des poussières après, il n'y a toujours pas de réponse. Concernant le délai d'attente pour l'enregistrement, est-ce qu'ils ont une réponse à ce sujet-là ? Pourquoi ils ont dû attendre aussi longtemps pour avoir l'enregistrement ? Là-dessus, je ne pourrais pas vous répondre. C'est encore tout frais pour nous également, donc on n'a pas encore les réponses à toutes les questions non plus. Mohamed. L'orthographe exacte. Mohamed. Achour, 2A, CHOUR. Merci. Merci à vous. Voilà, les avocats de la famille de cette jeune Strasbourgeoise de 22 ans, Naomi Musenga, qui a été prise en charge trop tardivement par les urgences et qui en est morte. Les avocats qui veulent la vérité, notamment maître Mohamed Achour, qui à l'instant expliquait qu'il n'y avait pas que le problème de cette opératrice du SAMU qui avait pris l'appel de la jeune femme, qui s'était moquée d'elle et qui l'avait renvoyée sèchement vers SOS Médecins. D'ailleurs, l'opératrice a été mise à pied, suspendue à titre conservatoire. Il n'y a pas que ce problème-là. Les avocats veulent aussi comprendre ce qui se passe aux urgences. Y a-t-il un problème de manque d'effectifs ? Rappelons que les faits se sont déroulés pendant les fêtes fin décembre. On va revenir sur les déclarations des avocats et sur cette terrible affaire avec notamment Alain Ducardonnet, notre médecin consultant santé BFM TV. Bonsoir. Alain, vous avez écouté avec moi attentivement ce que demandent les avocats de la famille. On a une famille désemparée qui veut comprendre ce qui s'est passé. On voit bien que l'histoire est complexe et que les questions sont extrêmement nombreuses parce qu'en fait, il y a toute une chaîne de possibles responsabilités ou d'événements éventuellement de dysfonctionnement. Ça commence par l'appel aux pompiers.
Là aussi, il y a quelqu'un qui répond et qui va donc commencer à savoir si c'est urgent ou pas. De toute évidence, il ne pouvait pas prendre en charge cet appel, donc il le transfère à l'assistant de régulation médicale du SAMU. Mais avec déjà, on l'a entendu dans la bande, une espèce d'influence en disant « Ah, je te passe quelqu'un qui veut mourir, tu sais, voilà. » Elle a 22 ans, elle a 22 ans, bon, ça va pas être grave, c'est le mal au ventre, gastro-entérite de fin d'année, ils en ont plein toute la journée. Et donc, on crée chez peut-être l'assistante de régulation médicale du SAMU déjà une idée préconçue. En disant, bon, ça doit pas être grave, etc. Et je pense que cet état d'esprit a dû jouer dans le dialogue qu'elle a eu. Sauf que l'assistante de régulation médicale est faite pour, d'une part, prendre les coordonnées administratives et les éléments administratifs, mais aussi pour poser des questions d'ordre médical, et ça, on ne l'entend pas dans la bande. Alors, est-ce que ça a été fait ou pas? On n'a pas peut-être l'intégralité de la bande. Dans l'enregistrement de la conversation téléphonique avec le SAMU, on entend surtout une jeune femme qui dit je vais mourir, j'ai mal au ventre, et une opératrice qui lui répond oui, ok, tout le monde va mourir un jour. C'est bien ça le problème. C'est qu'en fait, normalement, l'assistante, elle est là pour faire émerger les points importants. Est-ce que vous avez mal depuis longtemps? Où avez-vous mal? D'ailleurs, l'avocat l'évoquait tout à l'heure. Donc, il y a une analyse qui n'a pas été faite, c'est vrai. Et puis surtout, au ton de la patiente, à ce côté poignant, à cet appel au secours, on ne peut pas dire, écoutez, je vous donne le numéro de ce médecin, car encore une fois, on le rappelle, dans la procédure officielle, on doit mettre en rapport directement la personne avec SOS Médecins. Il faut rappeler que Naomi a ensuite été quand même prise en charge, malheureusement trop tard, et elle est morte. Et il y a eu un enchaînement, en effet, qui a fait qu'en effet, elle a réussi enfin à appeler SOS Médecins, qui globalement a dû prendre ça pour une gastro-entérite, parce que c'était présenté comme ça, et qui donc a dû un délai d'intervention, et qui, quand le médecin est arrivé, a bien vu que l'urgence était majeure, et là, le SAMU est arrivé. Mais il y a eu sûrement une perte de temps entre le premier appel, bien évidemment, et l'hospitalisation. On sait de quoi Naomi est décédée? Alors, on n'a pas d'informations extrêmement précises. On a juste un diagnostic qui aurait été porté, c'est-à-dire une atteinte multiviscérale liée à un choc hémorragique. Ça veut dire que probablement, si on s'en tient à cette phrase, il y a eu une hémorragie interne. Cette hémorragie interne fait qu'on perd du sang dans le ventre très progressivement, ça dure 3, 4, 5 heures, quelle que soit la cause, que ce soit un problème digestif, un ulcère, une rupture vasculaire ou une grossesse extra-utérine qui se rompt par exemple. Et puis, comme en effet on perd du sang, eh bien les différents organes ne vont plus être vascularisés. Et on va donc avoir une mort progressive de ces différents organes, ce qui pourrait être une explication de ce qu'évoquait l'avocat. Les organes étaient un petit peu en mauvais état au moment de l'autopsie. Alors Alain Ducardonnet, vous restez avec moi. On va accueillir ensemble le médecin urgentiste au CHU de Strasbourg, Dr Samiak Aga Babaï, qui est avec nous. Bonsoir, parce que vous avez entendu avec nous les avocats de la famille de Naomi Musenga qui disent l'opératrice, ça ne suffit pas. Certes, elle a été suspendue, mais nous, on veut comprendre ce qui n'a pas fonctionné au SAMU de Strasbourg. Quel est, votre sentiment ce soir ? D'abord, on ne peut toutes et tous qu'être en compassion et partager la peine de la famille. Ensuite, dire que les propos sur les bandes son enregistrées sont bien sûr et bien entendu inacceptables parce qu'il n'y a pas l'attitude éthique qui doit caractériser la relation de soignant. Tout cela étant dit, après, il faut savoir dans quelles conditions tout cela a pu arriver. Je rappelle que en fin d'année, nous avons passé un hiver très rude, que ce soit le SAMU, que ce soit les services d'urgence sur le CHU de Strasbourg, que nous avions lancé plusieurs alertes, que ce soit à notre direction, que ce soit également au pouvoir public de manière générale, pour dire que nous sommes parfois submergés, que parfois nous n'arrivons plus à prendre en charge les patients de manière qualitative, selon ce qu'il faut, et que la dimension éthique qui doit exister, parfois dans ces conditions-là, elle peut aussi passer à la trappe. Mais Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, dit ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de formation, d'empathie et d'écoute. Pardon, mais je pense que la ministre de la Santé ne connaît pas très bien la situation de nos services. Tout à l'heure, je vais être de garde, donc je vais prendre mon service. Un jour sur deux, nous devons gérer une fin de vie.
effectivement dans nos services. Nous devons gérer des situations de violence. Nous devons accueillir des patients alors qu'on n'a plus les moyens, alors que nos brancards sont occupés. Nous sommes au devant de patients qui parfois passent des jours, plus de 24 heures, parfois 48 heures sur des brancards parce qu'il manque des lits, parfois des situations de violence. Et donc la ministre de la Santé ne connaît pas tout ça, ne peut pas voir tout cela. Et cela pourtant c'est notre quotidien. Et nous devenons parfois des managers de flux. Voilà, on a des patients qui doivent arriver, on a des patients pour qui on doit trouver des lits, et on a un stock de brancards qui sont disponibles. Et donc je peux dire que dans ces moments-là, parfois effectivement il y a risque à ce que notre relation aux patients soit pas une relation qui soit toujours empreinte d'éthique. Et je pense que même si l'attitude est inexcusable et... Docteur, est-ce que l'éthique, oui, c'est pas une question de moyens? L'éthique, c'est pas... L'éthique, c'est un comportement individuel. Je comprends, j'entends ce que vous dites. Et effectivement, régulièrement, ici même à BFM TV, on montre comment la situation dans les urgences est compliquée, notamment lorsque ce sont les périodes d'épidémie de grippe, par exemple l'hiver. Mais là, quand on écoute l'enregistrement de la conversation téléphonique, cette jeune femme, à aucun moment, n'a le moyen de s'expliquer, puisque l'opératrice ne lui pose pas de questions. Elle lui dit simplement, écoutez, je vous prends pas très au sérieux, appelez SOS médecin. Comme je vous l'ai dit au départ, il y a rien d'acceptable, il n'y a rien d'excusable dans les propos qui ont été tenus, qui ont des propos qui ne sont pas éthiques. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que il y a des problématiques éthiques tous les jours aux urgences. Et parfois ces problématiques, c'est des problématiques institutionnelles. Lorsque vous laissez une personne âgée plus de 24 heures sur un brancard à la vue de tout le monde, où cette personne doit demander l'autorisation pour aller aux toilettes, de boire un verre d'eau, et que cette personne peut être quelqu'un de votre famille, vous comprenez tout de même qu'il y a des questionnements éthiques qui se posent tous les jours. Et ces questionnements éthiques sont le fruit d'une absence de moyens, sont le fruit d'une non-écoute des soignants sur place et sont le fruit d'une non-anticipation et d'une politique qui est une politique aveugle en matière de santé et qui ne prend pas en compte ce qu'est la vie et le vécu quotidien des patients. La maltraitance institutionnelle des soignants amène à de la maltraitance parfois des patients et à la maltraitance de l'ensemble de la communauté hospitalière. Alors, attendez, et je une pense qu'en précision, France, on mérite mieux que ça. Oui, docteur, parce que vous dites que les urgences sont engorgées, mais le SAMU, les urgences, c'est pas tout à fait la même chose. Non, mais si on regarde ces 20 dernières années, le nombre d'appels au centre 15 a été multiplié par 3. Plus de 20 millions de Français passent par les urgences. Ça veut dire un Français sur 3. Et donc vous comprenez qu'aujourd'hui, l'engorgement des urgences et des appels au centre 15 est également le fruit d'un système de santé qui s'est tourné beaucoup plus vers l'hôpital, peut-être, que vers une médecine ambulatoire. Ça ne veut pas dire tout de même, parce que ça répond à un des éléments qui a été posé par vous au départ, ça ne veut pas dire que le problème vient des patients. Là où doit être notre attitude éthique, c'est qu'un patient, même quand on peut juger au départ que sa situation n'est pas des plus urgentes, doit être écouté. Et on doit évaluer sa situation avec sérieux, avec un regard précis de médecins, de scientifiques, et de ne pas rejeter les choses. Merci docteur, merci. On sent bien sûr aussi... Mais ce qui est sûr, c'est que les appels ont augmenté et les services sont engorgés depuis maintenant des années. Et il serait temps que cette affaire au moins serve à entendre cette situation. Merci docteur. Donc on voit bien que pour les avocats de la famille, comme pour ce médecin urgentiste qui est aussi délégué à MUF, c'est l'association des médecins urgentistes de France, c'est pas seulement une faute individuelle. Il faut regarder ce qui se cache derrière. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, bien évidemment, c'est un système global qui permet d'avoir aujourd'hui, il faut quand même le dire, un système d'urgence qui est quand même de très bonne qualité. C'est un cas heureusement exceptionnel. C'est un cas dramatique mais exceptionnel. Qu'on peut considérer comme exceptionnel, en sachant qu'on peut tous faire des erreurs, bien évidemment. Simplement, il faut imaginer qu'il y a le fond et il y a la forme. Sur le fond, on peut se faire piéger par une jeune femme de 22 ans qui a mal au ventre, parce qu'on ne pense pas forcément d'emblée à une hémorragie interne. C'est quand même extrêmement rare. Donc ça, on peut éventuellement l'admettre. Mais là où on ne peut pas l'admettre, c'est que la procédure ne soit pas respectée, que le médecin régulateur ne soit pas interrogé, parce que ça fait partie de la procédure, et on ne peut pas dire à quelqu'un, eh bien écoutez, appelez SOS médecin, débrouillez-vous. Donc l'opératrice aurait dû poser plus de questions à Naomi, et ensuite elle en réfère au médecin régulateur en disant voilà, j'ai une jeune femme qui a ces symptômes, et ensuite le médecin régulateur prend une décision. C'est la vraie procédure. Donc la procédure n'a pas été respectée. On a le droit de ne pas savoir, bien évidemment, on a le droit de douter, mais si on doute, on a justement un médecin régulateur. Car le problème de l'assistante de régulation, c'est que la formation de ces personnes, ce ne sont pas des médecins.
Ce sont des personnes qui sont formées dans 2 domaines, le domaine administratif et le domaine de l'interrogatoire en termes de mots médicaux, on va dire. Mais ils ne sont pas forcément aptes à dire il faut pas. C'est pour ça qu'il y a un médecin régulateur. Il y a une question de formation de ces opératrices ou de ces opérateurs? Oui, parce qu'en fait, depuis longtemps, les urgentistes demandent à ce qu'il y ait un diplôme qui n'existe toujours pas. Donc, ils se sont débrouillés, ils ont fait un référentiel, il y a une formation qui se fait quasiment sur le terrain. C'est-à-dire qu'on a presque un compagnonnage avec une formation qui est non seulement dans le domaine des mots médicaux, mais également dans l'empathie. Alors là, on ne peut pas dire que c'était vraiment le cas, mais il faut savoir interroger. Il faut savoir interroger quelqu'un qui est dans la détresse et trouver les bons mots. C'est ce qui s'est pas passé à Strasbourg. Et ça s'apprend parce qu'il y a des techniques pour ce faire. Merci Alain Ducardonnet. On vous retrouvera dans la deuxième partie, puisqu'on va revenir bien sûr sur à la fois les déclarations ce soir des avocats de la famille de Naomi, les réactions aussi des autorités et notamment celles de la ministre de la Santé, et puis les demandes des urgentistes, on les a entendues à l'instant même. L'actualité, c'est aussi l'inquiétude et les interrogations après la décision de Donald Trump de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien et le rétablissement donc des sanctions. Alors pour la France, cet accord n'est pas mort, même si les entreprises françaises qui avaient recommencé à commercer avec Téhéran pourraient en pâtir. Écoutez ce qu'en disait cet après-midi à l'Assemblée nationale le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. La France regrette la décision du président Trump et est en désaccord profond avec celle-ci. La France, monsieur le député, restera dans l'accord et continuera pour sa part à l'appliquer tant que l'Iran en respectera intégralement les termes. Et cette position est aussi celle des Européens. Donc pour nous, l'accord n'est pas mort. L'accord n'est pas mort, dit Jean-Yves Le Drian. On va en parler avec mes invités. L'ambassadeur d'Iran en France, monsieur Albogassem Delfi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et puis la députée La République En Marche de Paris, Delphine O, bonsoir. Et bonsoir. Vous êtes la spécialiste de la majorité sur les questions iraniennes et franco-iraniennes. Et vous êtes d'ailleurs la présidente du groupe d'amitié France-Iran à l'Assemblée nationale. Monsieur l'ambassadeur, Donald Trump assure, pour justifier le fait qu'il casse cet accord sur le nucléaire iranien, assure qu'il a des preuves sur le développement d'un engin nucléaire iranien. Aujourd'hui, dit-il, nous avons la preuve définitive que la promesse iranienne était un mensonge. Que répondez-vous au président américain? Tout d'abord, je dois dire clairement que d'après l'accord nucléaire, nous avons un jour international qui s'appelle l'Agence d'énergie atomique de Vienne qui vérifie, qui inspecte notre capacité nucléaire. Et c'est à partir de l'agence qu'on a constaté 10 fois le rapport qui nous confirme que notre capacité de nucléaire, c'était dans le cadre de Pacifique. Il n'y a pas aucune de manière de dire que nous sortons de l'accord. C'est-à-dire que tout ce qu'on dise de la part des Américains, c'est certaines revendications répétées qui viennent parfois d'ici ou là, surtout après la révélation parfois dire de la part des Israéliens qu'il est le source des Américains qui disent. L'Iran respecte l'accord. C'est l'agence, bien qu'agence, doit dire la manière de respecter ou bien d'aller d'après l'accord. Donc le menteur, c'est Donald Trump? Bien sûr, on dirait que cette partie de déclaration, c'est mensonge et bien de hypocrisie. Parce que mensonge par rapport que nous avons l'accord de l'Agence d'énergie atomique qui confirme notre voie qui était correcte. Et d'autre partie, c'est que c'est hypocrisie parce que de d'autres circonstances actuelles dans le rapport, c'est que pour le vérifier, pour le juger de l'accord, il y a des instants qui bien rétablis par rapport. Il n'y a pas d'autre que de juger le rapport. Le président Rouhani, votre président, a eu au téléphone notre président Emmanuel Macron et tous les deux ont dit qu'ils voulaient œuvrer ensemble pour continuer à appliquer l'accord. Donc la volonté de l'Iran, c'est de continuer à appliquer cet accord sur le nucléaire avec les 5 autres pays qui l'ont signé. Rappelons-le, la France, l'Allemagne, la Chine, le Royaume-Uni, la Russie. C'est-à-dire que pour le moment, nous constatons qu'il y a 5 pays qui prétendent qu'ils vont rester dans l'accord. Mais rester dans l'accord, ce n'est pas suffisant.
C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, dès le début de l'application de l'accord, c'était l'application complète et totale de l'accord. C'était de part et d'autre l'engagement international ou bien bilatéral de chacun qui était dans l'accord. C'est la raison pour laquelle notre contact au niveau de bilatéral avec la France, qui vient rétablir par le voie de président, qui va continuer à la condition aujourd'hui par les deux ministres des Affaires étrangères qui seront en contact de préparation. C'est-à-dire, nous pouvons le garantir pour l'application totale de l'accord, d'après tout ce qui est prévenu dans l'accord. Madame la députée, le président Macron va tout faire pour essayer de sauver cet accord, mais finalement, le même président nous avait expliqué qu'il allait convaincre Donald Trump de ne pas sortir de cet accord. Est-ce que finalement, c'est pas un camouflet pour Emmanuel Macron, ce qui se passe en ce moment? Alors, il avait dit qu'il essaierait, évidemment, de convaincre le président Trump. Je crois que cette critique qu'on entend aujourd'hui de dire que c'est un échec, elle est un peu vaine, elle est un peu facile. S'il n'avait rien fait, s'il n'avait rien essayé, on lui aurait reproché d'être inactif et de rien faire. La diplomatie, c'est une entreprise de longue haleine. Il peut y avoir des échecs et clairement aujourd'hui, on va pas se cacher derrière notre petit doigt. Le président Macron n'a pas réussi à convaincre le président Trump. Ceci dit, c'est important. Le voyage qu'il a fait aux États-Unis il y a 2 semaines est important car il a réussi à établir une relation d'amitié, une relation forte de confiance avec le président Trump. Je vous rappelle que cet accord, le JCPOA dont on parle, il a fallu 12 ans pour y arriver. Si au bout d'1 an de négociation, on avait abandonné, jeté l'éponge en disant ça y est, on a subi un premier échec, on n'ira pas plus loin, on ne serait pas arrivé là où on est aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut regarder les choses un peu dans le long terme et se donner confiance. Oui, mais enfin, à court terme, ce sont les entreprises françaises qui ont recommencé à commercer avec l'Iran, avec Téhéran, qui sont très inquiètes parce qu'elles pourraient pâtir des sanctions américaines. Pour être tout à fait honnête, les entreprises françaises pâtissaient déjà depuis 2015 et surtout depuis l'élection de Donald Trump, puisqu'il y avait un environnement économique d'incertitude qui n'était pas favorable aux investissements français. Quelles sont les entreprises françaises qui commercent aujourd'hui avec l'Iran? Alors Total. Évidemment, vous avez Total avec un investissement de 5 milliards de dollars dans un champ de gaz. Il y avait la promesse d'une vente de 100 avions d'Airbus pour 100 milliards de dollars, 10 milliards de dollars. Donc il y avait des perspectives économiques importantes. Et tout ça est menacé maintenant? Maintenant, notre responsabilité à nous, Européens, au gouvernement français, au gouvernement allemand, au gouvernement britannique, c'est de faire en sorte que, effectivement, nos entreprises puissent commercer. Et puisque c'était effectivement ce qui avait été promis à l'Iran dans le cadre de cet accord nucléaire. Nous sommes en train de réfléchir à des outils juridiques, à des outils financiers qui permettraient à nos entreprises de commercer sans subir les sanctions américaines. Le président Trump continue finalement à vous menacer, puisque hier, le président Rouhani a expliqué que les autorités iraniennes pourraient reprendre leur activité d'enrichissement d'uranium. Et Trump vous dit, attention, si l'Iran recommence son programme nucléaire, il y aura des sanctions et des conséquences. Non, je dois ajouter disons que l'accord c'est toujours là. L'accord est toujours là. C'est-à-dire d'après l'accord, nous constatons que le parti prenant de l'autre partie, les 5 pays qui sont là, qui sont engagés, qui nous disent qu'ils sont restés avec l'accord, s'ils restent en accord, notre conversation avec les Européens, bien les autres, arrivant dans ce point-là que nous donnons la garantie de l'application de l'accord, c'est-à-dire que nous pouvons dire que nous allons rester dans l'accord. C'est-à-dire dans le cas donc vous n'avez plus besoin des Américains? Non, c'est-à-dire pour le moment, c'est pas la question de sortir ou bien de garder, c'est-à-dire de donner la garantie pour nous, l'application de l'accord. Parce que de notre parti, nous étions pleinement dans l'accord, mais de l'autre côté, il n'y avait pas pleinement ou bien dans l'accord. Mais c'est ça, d'accord. C'est pas l'enjeu pour le moment, c'est de l'autre côté prendre la garantie de l'application complète et totale de l'accord. Bien sûr, mais quelles conséquences pour l'Iran, pour la société iranienne, pour l'économie iranienne, si des entreprises étrangères notamment ne peuvent plus finalement investir sur place à cause de ces sanctions qui sont remises au goût du jour? Non, c'est-à-dire dès le début, on a compté sur certains parties de notre économie pour être en contact avec le parti européen ou le parti de l'étranger pour développer notre système économique, mais quand même, il n'arrive pas dans le niveau qu'on était attendu dans la prévision de l'économie. Mais l'économie iranienne est menacée? Non, c'est-à-dire l'économie iranienne, à partir du moment où on n'arrive pas de promesses de l'autre côté, il est en train de réfléchir dans le capacité nationale. C'est la raison pour
aujourd'hui, le système bancaire, le système monétaire et le système de l'économie de marché, il est en train de préparer quelque chose pour l'avenir du pays. Sans compter s'il arrive à un moment donné de rester sans la relation avec les autres. Pour le président Rouhani, le président iranien, c'est aussi une défaite en quelque sorte, puisqu'il avait milité pour cette ouverture vers l'Occident. D'ailleurs, la population iranienne est plutôt favorable à cette ouverture. Tout à fait. Effectivement, c'est la plateforme sur laquelle il avait fait campagne la première fois en 2013, puis de nouveau en 2017 sur l'ouverture au nom de la réintégration de l'Iran sur cette scène internationale, que nous avons également nous, Européens, souhaité pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons géopolitiques, puisqu'il y a un certain nombre de sujets dont nous devons parler avec l'Iran, et nous avons entamé ces négociations, ces discussions avec l'Iran sur la Syrie, sur le régime balistique, sur le Liban, etc. Maintenant, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est d'avoir une solution européenne à ces questions, et le président, il l'a bien répété, le ministre des Affaires étrangères l'a redit aujourd'hui aux questions au gouvernement, nous ne pourrons pas avoir une réponse nationale. Cette réponse, elle viendra à travers l'unité de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne, et derrière, bien évidemment, de l'Union européenne. C'est pourquoi nous devons trouver ces outils juridiques et financiers qui permettent à nos entreprises de commercer sans être affectées par ce qu'on appelle l'extraterritorialité, qui est en fait le fait que ces sanctions américaines peuvent pénaliser des entreprises européennes. On l'a vu dans le passé. Même si elles ne sont pas. On se souvient que la BNP avait dû payer une forte amende. 9 milliards de dollars, voilà. Effectivement, pour violation de l'embargo sur l'Iran et le Soudan. Tout à fait. Est-ce que tout ça peut aboutir sur la guerre, monsieur l'ambassadeur? Non, je pense que la guerre, c'est le pire situation qu'on puisse imaginer. Pour le moment, cette situation, c'est dans le contrôle de part et d'autre. Pour arriver certaines solutions de part et d'autre. Mais quand même, pour nous, le parti qui est bien engagé dans la responsabilité, en attendant de voir, de l'autre côté, la bien préparation de l'application de l'accord. S'il arrive de l'accord en bonne application, bon, l'Iran, ce sera le parti qui était déjà signé. On va continuer dans le sens de l'application de l'accord. Merci. On a bien compris le message que voulaient envoyer ce soir les autorités iraniennes. Merci, madame la députée. 18h29, on fait un nouveau point sur l'actualité avec ce malaise à l'hôpital de Strasbourg. Oui, une jeune femme de 22 ans est décédée après avoir été évincée par une opératrice du SAMU qui s'est moquée d'elle au téléphone. L'affaire a semé la consternation. L'opératrice a été suspendue à titre conservatoire et le procureur de la République de Strasbourg a ouvert une enquête préliminaire. Ce soir, les avocats de la famille de la jeune femme ne veulent pourtant pas accabler l'opératrice. La famille, pour l'instant, elle n'en veut à personne. La famille, elle s'interroge. Et ce que la famille ne souhaiterait surtout pas, c'est que l'opératrice en fait, prenne tout sur ses épaules. Parce que pour nous, on verra au terme de l'enquête, il y a certainement une chaîne de responsabilité. L'opératrice, en fait, ne peut pas être une fin en soi. L'opératrice a peut-être commis une faute, l'enquête elle le déterminera. Quand on écoute l'enregistrement, c'est vrai que c'est surprenant, c'est cynique, c'est indigne, mais ce serait peut-être trop facile en fait de charger uniquement l'opératrice. Et la famille regrette par ailleurs qu'il ait fallu attendre 4 mois pour avoir une réaction. La jeune femme est en effet morte en décembre et ce n'est qu'aujourd'hui que le directeur du CHU de Strasbourg a décidé de suspendre l'opératrice à titre conservatoire. Je peux simplement faire part d'une première décision que j'avais prise le 2 mai au moment d'ouverture de l'enquête administrative, qui était un changement d'affectation de cet opérateur et qui a été prolongée aujourd'hui à la suite d'une première édition par une décision par une décision de ma part de suspension administrative, qui n'est qu'une mesure provisoire pendant la durée de l'enquête et qui, encore une fois, ne préjuge pas des résultats de l'enquête. Et 2 enquêtes administratives ont également été ouvertes. La ministre de la Santé se dit indignée et affirme que la procédure n'a pas été suivie. Comme tous les Français, je sais que cet appel n'a pas été traité par un médecin. Or, je sais que les procédures, suite aux recommandations de la Haute Autorité de Santé de 2011, disent que tout appel téléphonique, dès qu'il y a un doute médical, doit être transféré à un médecin régulateur. Or, cette opératrice a raccroché. Donc je sais déjà en tant que ministre et en tant que citoyenne que la procédure normale de traitement d'appel n'a pas été suivie. Donald Trump estime que les Iraniens finiront par revenir à la table des négociations. Oui, le chef de la Maison-Blanche vient d'évoquer notamment la puissance de feu de l'armée américaine pour sans doute accentuer la pression. De leur côté, les Européens espèrent encore sauver l'accord sur le nucléaire iranien. Au lendemain du retrait américain, Emmanuel Macron a téléphoné au président iranien. Ils ont convenu de travailler ensemble pour la mise en œuvre continue de cet accord. Donald Trump n'a pas seulement déchiré l'accord sur le nucléaire iranien, il a aussi décidé de rétablir les sanctions
sanctions économiques, des sanctions qui auront des conséquences directes sur la population iranienne. Marine Haï. À Téhéran, l'annonce américaine fait les gros titres des journaux. Ici, l'accord sur le nucléaire sans les Américains. Ou encore, les Américains s'en vont, l'accord sur le nucléaire demeure. Pour la population, la nouvelle est une source de préoccupation. Cela veut dire qu'une plus grande pression sera exercée sur la population. Le pays va revenir à l'époque où il fallait passer des marchandises en contrebande pour contourner les sanctions. Ces derniers mois, des manifestations se sont tenues dans plusieurs grandes villes du pays pour protester contre le coût de la vie. Les sanctions américaines pourraient accentuer cette crise économique. Ça veut dire que l'envolée économique de l'Iran va être stoppée net, que la classe moyenne va être stoppée net et surtout que la population jeune, qui est très nombreuse, qui est à la recherche d'un emploi, n'en trouvera pas. La dénonciation de l'accord pourrait aussi avoir des conséquences politiques et menace directement le président Hassan Rouhani, acteur principal de la négociation. Il est ridiculisé face aux durs du régime qui peut-être maintenant, plus encore qu'hier, vont avoir la main sur la conduite de la politique iranienne. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Eh bien, ça veut dire la poursuite de l'expansion politico-militaire iranienne en Irak, en Syrie naturellement, mais aussi au Liban et au Yémen. Outre l'Iran, c'est donc toute la région qui pourrait ressentir les effets de la décision américaine. L'Iran, qui détient l'un des gisements de pétrole les plus importants du monde, pourrait être forcé à ralentir sa production, ce qui ferait ainsi monter le prix du baril. 14,46% de grévistes aujourd'hui à la SNCF, c'est le taux le plus bas depuis le début du mouvement de protestation contre la réforme ferroviaire. Mais les syndicats ne désarment pas. Une réunion intersyndicale a lieu en ce moment à Paris. La CGT veut notamment convaincre les autres de participer à la journée sans cheminots du 14 mai prochain. Et puis Martin Scorsese à l'honneur ce soir à Cannes. Le cinéaste américain reçoit actuellement un carrosse d'or pour l'ensemble de sa carrière. C'est un prix qui est remis à l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs. Par ailleurs, sachez que le film Don Quichotte sera bien projeté à Cannes malgré la bataille judiciaire entre le réalisateur et le producteur du film. Quel temps demain matin, ça se gâte. Ouais, ça se gâte. Une perturbation va traverser le pays d'ouest en est. Le temps redeviendra ensuite ensoleillé, mais après donc le passage de cette perturbation et avec des températures en baisse de 6 degrés à Brest, à 16 degrés pour Nice et pour Marseille. À suivre dans la deuxième partie de BFM Story, on va revenir sur cette terrible affaire, la mort de Naomi Musenga, 22 ans, qui a été prise en charge trop tardivement par les urgences. La justice ouvre une enquête préliminaire pour non-assistance à personne en péril, une chaîne de responsabilité. On y revient dans un instant. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre mobile. You're bad enough to me, bad enough that we always have something to get over. Oh, but when the night is deep, you find me in the streets, asking me to come over. Accéder par la mer au trésor de la terre. Ponant. Skechers Sport, avec mémoire de forme. Un jour, je me suis pesée et ça a été le choc. Avec XLS Médical, perdez jusqu'à 3 fois plus de poids qu'avec un régime seul. J'ai perdu 10 kilos avec XLS Médical. Je me sens mieux dans mon corps. Osez XLS Médical et perdez du poids. Dispositif médical. Votre entreprise a quelque chose en plus. Faites-en la promotion avec Vistaprint. Des cartes de visite, banderoles et flyers à moins de 12 €. En entrant le code TV12 sur vistaprint.fr.
Certaines choses ne changeront jamais. D'autres, oui. Car maintenant, avec le nouveau lave-linge Quick Drive, un cycle de lavage vous prend jusqu'à 2 fois moins de temps. Son tambour exclusif à double rotation vous permet un lavage plus rapide et sans compromis sur le soin de votre linge. Quick Drive, prenez soin de votre linge en 2 fois moins de temps. Et en ce moment, jusqu'à 400 € remboursés pour l'achat d'un lave-linge Quick Drive. Je t'aime, mon amour. Saphir orange, enthousiasme. Saphir rose, bonheur. Saphir jaune, énergie. Saphir violet, mystique. Émeraude verte, espoir. Rubis rouge, passion. Saphir bleu, harmonie. Je t'aime. Mauboussin, capsule d'émotion. La boutique du menuisier conçoit et fabrique vos portes et fenêtres en France. La boutique du menuisier pose et entretient toutes vos menuiseries. La boutique du menuisier.fr. Il a vu l'appel de Giroud, la frappe, la goal. Maintenant, vous pouvez déguster le gazpacho al valle. La soupe froide venue d'un pays chaud. C'est al valle. Odyssey, Houston, vous nous recevez? À partir de maintenant, nous allons improviser une nouvelle mission. On n'a jamais perdu un Américain dans l'espace et c'est sûrement pas sous ma direction qu'on va commencer. Tom Hanks a un problème dans Apollo 13, dimanche 13 mai à 20h55 sur numéro 23. J'ai décidé de créer Comme J'aime, il y a 7 ans. Comme J'aime, c'est tout sauf un régime miracle. On mange normalement, c'est sain, c'est équilibré, on n'a pas faim. Et on a des coachs qui vous aident à prendre de nouvelles habitudes alimentaires. Avant de faire Comme J'aime, j'avais 15 kilos de plus. J'ai perdu 37 kilos avec Comme J'aime. Alors testez une semaine, c'est gratuit. Appelez le 0800 109 108. 0800 109 108. Ou rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Avec Zoé, roulez en liberté. Libre de vivre les sensations de la conduite électrique, de goûter à des expériences inédites. Libre de pouvoir recharger simplement, chez vous ou ailleurs. Libre d'écouter la mer, la route ou juste le silence. Renault Zoé, la meilleure autonomie de sa catégorie. Renault Zoé, à partir de 129 € par mois, prix et son installation incluse. La suite de BFM Story, la justice a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire pour non-assistance à personne en péril après le décès fin décembre de cette jeune Strasbourgeoise de 22 ans, mère de famille, Naomi Musenga, qui a été prise en charge trop tardivement par les services du SAMU. L'opératrice du SAMU qui avait pris l'appel de la jeune femme en se moquant d'elle et en la renvoyant sèchement vers SOS Médecins a été suspendue, on l'a appris aujourd'hui, à titre provisoire par la direction des hôpitaux de Strasbourg. L'indignation est générale avec cette question, et on va essayer d'y répondre ce soir. Pourquoi le SAMU n'a-t-il pas pris au sérieux cette femme? Les avocats de la famille de Naomi posent exactement la même question. Ils ne veulent pas seulement accabler l'opératrice qui visiblement a fauté, ils veulent comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Alors, on va essayer d'y voir plus clair avec François Braun. Bonsoir, vous êtes président de SAMU Urgence de France. Jean-Pierre Thierry, bonsoir, conseiller médical France Assos Santé. Vous représentez en quelque sorte les usagers de la santé. Et puis bien sûr, notre spécialiste consultant, le médecin Alain Ducardonnet, à mes côtés. François Braun, c'est un cas exceptionnel, ce qui s'est passé avec la mort de Naomi qui n'a pas été soignée à temps. Oui, c'est un cas exceptionnel, c'est un cas terrible, exceptionnel et qui bouleverse. Effectivement, on voit tous nos concitoyens, mais aussi tous les professionnels du SAMU, médecins et assistants de régulation. On ne comprend pas bien pourquoi cette opératrice, et c'est l'enregistrement de la conversation téléphonique qui nous l'apprend, à aucun moment finalement a voulu simplement poser des questions à cette jeune femme qui se plaignait d'avoir très mal au ventre. Et finalement, elle a été renvoyée très vite à SOS Médecins, avec d'ailleurs pas mal de sarcasme.
Alors, effectivement, mais que l'opératrice ne pose pas de questions, ou en tout cas trop de questions, c'est normal dans le fonctionnement des SAMU. Elle n'en pose pas du tout, là. Voilà, puisque c'est au médecin régulateur de poser les questions, et tous les appels dans les procédures normales de fonctionnement des SAMU, tous les appels concernant un problème de santé, sont transmis à un médecin régulateur qui, lui, va poser les questions médicales et affiner un petit peu le diagnostic pour savoir... C'est normal de parler comme ça aux gens qui appellent ? Bien sûr que non. On ne peut pas comprendre ce ton et ces propos qui sont tenus entre l'opératrice des pompiers et l'opératrice du SAMU et l'opératrice du SAMU avec la patiente. Oui, parce qu'on va expliquer, Alain, ce qui s'est passé. Donc au départ, elle appelle les pompiers, Naomi, l'opératrice finalement la renvoie au SAMU, et les deux opératrices qui sont finalement se parlent et se moquent un peu de ce qui se passe. C'est toute la difficulté, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions. C'est qu'en fait, c'est toute une chaîne qui prend en charge, bien évidemment, les urgences. Le premier appel, c'est pour les pompiers. Là, il y a une régulatrice aussi qui normalement interroge, pose des questions, et puis, pour des raisons qu'on ne connaît pas, mais que l'enquête dira, appelle en fait sa collègue du SAMU. Et là, elle donne une tonalité à la chose. On dit, ah oui, c'est une jeune fille de 22 ans, bon, je te la passe, parce que voilà. Et c'est là, en fin de compte, où peut-être il y a eu une espèce de mise en condition, qu'on ne devrait bien sûr pas avoir, mais on a toujours un petit peu l'état d'esprit. On est fatigué, on est dans la période des fêtes de fin d'année, il y a du surmenage. Peut-être que, en fin de compte, elle a été influencée, et peut-être que la façon dont elle a géré, sur le plan purement de la forme, est un peu lié à ce point de départ. Donc ça sera bien évidemment à éclaircir. Et puis ensuite, eh bien, ça sera en effet pourquoi est-ce que, en particulier, elle donne le numéro d'SOS Médecins et elle ne suit pas la procédure qui est de dire j'ai un médecin régulateur, il va s'occuper de vous à plein temps. Alors finalement, Naomi a eu SOS Médecins. Et c'est à ce moment-là qu'on lui a dit il faut vite aller aux urgences. Elle a eu du mal à avoir SOS Médecin parce qu'elle n'avait pas bien noté le numéro. C'est quelqu'un de l'entourage qui a donc réussi à appeler SOS Médecin, qui est venu avec les délais de SOS Médecin. C'est la période d'épidémie de gastro-entérite. On dit douleur dans le ventre, je ne suis pas sûr. Là aussi, ça sera à démontrer quelle a été la durée d'intervention des SOS Médecins. Quand le médecin SOS Médecin est arrivé, là, il n'y avait pas photo, comme on dit, et donc il se rappelle le SAMU, et là, il y a l'intervention. Et on ne sait pas de quoi, enfin, on ne connaît pas les circonstances exactes. On ne connaît pas le pourquoi. Il semblerait que ce soit un choc hémorragique, donc une hémorragie interne, probablement, qui correspond bien à des douleurs au niveau du ventre, puisque le sang se répand dans le ventre. Mais est-ce que c'est une rupture vasculaire, une grossesse extra-utérine qui se rompt, un problème digestif? Ça, on le saura bien évidemment dans l'enquête. Mais c'est vrai que c'est toute une chaîne qui prend en charge normalement les urgences, et c'est toute une chaîne qui a dysfonctionné. Donc c'est le problème de la prise en charge des patients qui est posé, Jean-Pierre Thierry. Oui, donc nous, à France Asso Santé, on est très attachés à travailler sur un sujet qui est celui de la sécurité des patients, c'est-à-dire de voir comment on peut réduire l'occurrence des erreurs médicales. Et donc il y a deux aspects. Il y a une partie des erreurs sont principalement liées à des problèmes de chaîne, pour faire simple, c'est-à-dire de transmission d'informations, et c'est le système qui est en cause. Dans certains cas, ce sont des individus qui sont en cause. Alors je ne peux pas anticiper sur le résultat des différentes enquêtes, mais en écoutant, en étant abasourdi, en écoutant l'enregistrement et en voyant que les procédures habituelles du SAMU n'ont pas été appliquées, on est plutôt enclin à penser que c'est une faute individuelle. C'est une faute professionnelle individuelle. Alors, je ne veux pas m'avancer, mais pour l'instant, on l'analyse comme ça. La procédure n'a pas été respectée. On l'analyse comme ça, la procédure n'est pas respectée. Et puis, l'aspect humain qui est évidemment, du point de vue des patients, choque absolument tout le monde. Je veux dire, et en plus, c'est exactement, puisqu'il y a un transfert de l'appel du 18 des pompiers vers le SAMU, c'est-à-dire à un moment, il y a bien une inquiétude et un transfert au régulateur. Et il se passe exactement l'inverse de ce qu'on est habitué et en droit d'attendre de la régulation du SAMU. Donc on est abasourdi, on ne comprend pas. Donc l'enquête doit se dérouler. Après, sur les aspects de chaîne, vous avez raison, c'est un autre débat. C'est celui des moyens, c'est celui de l'organisation. Mais pour l'instant, on est très certainement d'abord dans l'attente des éléments qui permettront de savoir ce qui s'est passé au niveau individuel. Je voudrais qu'on écoute justement l'un des avocats, Maître Achour, de la famille de Naomi. C'était tout à l'heure en direct sur BFM TV. La famille, pour l'instant, elle n'en veut à personne. La famille, elle s'interroge. Et ce que la famille ne souhaiterait surtout pas, c'est que l'opératrice en fait prenne tout sur ses épaules. Parce que pour nous, on verra au terme de l'enquête, il y a certainement une chaîne de responsabilité. L'opératrice en fait ne peut pas être une fin en soi. L'opératrice a peut-être commis une faute, l'enquête elle le déterminera. Quand on écoute l'enregistrement, c'est vrai que c'est surprenant, c'est cynique, c'est indigne, mais ce serait peut-être trop facile en fait de charger uniquement l'opératrice.
Alors l'opératrice a été suspendue, elle n'a pas été tout de suite. Elle l'a été là aujourd'hui parce qu'il y a une pression médiatique, parce qu'on parle de cette affaire dans les médias. Mais les faits remontent à fin décembre. Je crois que c'est finalement début mai que les autorités sanitaires à Strasbourg ont été au courant de cette affaire. Je n'ai pas d'informations très précises là-dessus, mais ce que je sais, c'est que l'opératrice a été changée de fonction. Voilà. C'est-à-dire qu'elle n'était plus dès le départ à la réception des appels, qui est une protection également pour elle par rapport à ce genre de situation. Mais je suis tout à fait d'accord avec l'avocat de la famille. Il y a beaucoup de questions et nous attendons nous aussi des réponses de l'enquête, en sachant qu'il faut vraiment qu'il y ait une enquête sur l'ensemble de la prise en charge. C'est-à-dire il ne faut pas se concentrer que sur la partie SAMU. La ministre de la Santé a demandé une enquête de l'IGAS. Il faut aussi savoir ce qui s'est passé avant lors de l'appel. Il semblerait qu'elle ait passé un premier appel à la police, puis ensuite aux pompiers, puis ensuite au SAMU. Donc il faut vraiment qu'on sache ce qui s'est passé. Mais c'est la question qu'on se pose quand on a un problème de santé, quand on ressent une douleur. Qui appeler ? Il n'y a pas de numéro d'urgence unique comme aux États-Unis, le fameux 911. Est-ce que ce n'est pas un problème ? Alors, ce n'est pas un problème. Quand on a un problème de santé, il y a un numéro à appeler, c'est le 15. C'est le SAMU, quel que soit le problème de santé. Donc pas les pompiers, le SAMU ? Non, les pompiers sont un service de secours. Donc quand il y a un accident, quand il y a une noyade, un feu, etc., c'est logique d'appeler les pompiers. Quand vous êtes agressé, il y a un vol, on appelle la police. Et quand il y a un problème de santé, on appelle le SAMU. Et les Français ne s'y trompent pas. Globalement, les Français appellent massivement le SAMU. Naomi avait appelé les pompiers en premier. Oui, mais globalement, les pompiers sont plutôt appelés sur les accidents et le SAMU répond à plus de la moitié de l'ensemble des appels d'urgence, déjà aujourd'hui. Donc on a un système qui fonctionne. Alors faut-il le simplifier ? Peut-être, mais il faut faire attention à la simplification parce que ce qui est important, et on le comprend bien aussi dans cette affaire, c'est le contact le plus rapide possible avec le médecin régulateur. Plus il y a d'intermédiaires, plus le message risque d'être modifié, perturbé. La ministre Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, dit aujourd'hui ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de formation, d'empathie et d'écoute. Alors, tous les mots sont bons. Simplement, les moyens, il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, les appels sont de plus en plus nombreux. On dit 20, 25 millions d'appels concernant un problème de santé. Et les appels sont plus nombreux parce que les gens sont plus malades ou parce qu'on appelle un peu trop facilement pour ce qu'on appelle la bobologie ? Je pense que c'est une façon d'avoir quelqu'un qui va répondre à votre attente médicale le plus rapidement possible. Parce que c'est plus difficile maintenant d'avoir son médecin C'est difficile d'avoir le médecin traitant. Et puis d'ailleurs, globalement, quand on n'a pas de réponse, on va aux urgences. Ce qui est en effet une mauvaise stratégie. Mais ça, c'est une éducation du patient, ça prend un tout petit peu de temps. Donc en termes de moyens, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a toujours, en gros, on dit 2100 assistants de régulation médicale. Ce qui est très peu. Ce qui est très peu par rapport... Et donc, dans les périodes de fête, par exemple, c'est un flux extrêmement tendu, donc difficile. Et le stress, le burn-out dont on parle, est une réalité. Donc, en termes de moyens, je ne suis pas sûr que le nombre soit adapté aux appels. Mais le deuxième point, en effet, c'est un problème de formation. La formation à l'heure actuelle, et j'ai le référentiel là, des assistants régulation médicale, qui a été fait d'ailleurs par les instances d'urgence, et qui, en 2016, a dit on va essayer d'organiser et de former. Parce qu'il n'y a pas de diplôme. Ils le demandent, mais il n'y a pas encore de diplôme reconnu. Et c'est une formation un peu sur le terrain, de type compagnonnage. Au bout de 6 mois, au bout d'1 an, avec les autres, on arrive à apprendre à répondre. À apprendre à répondre sur le plan administratif, sur quelques données médicales, mais sur le domaine aussi de la relation à la personne. Là, c'est de la relation humaine, en fait. C'est pas facile, la relation humaine. Et il y a des techniques de communication. Quand quelqu'un est en péril, de calmer, de pouvoir exprimer les choses. L'empathie, comme l'a dit Agnès Buzyn, c'est quelque chose qui, c'est vrai, est plus ou moins développé chez les êtres, mais ça s'apprend. Les mots s'apprennent pour justement rassurer. À condition aussi d'avoir le temps d'être dans l'empathie et l'écoute. Si on demande un rendement, est-ce qu'on peut faire les deux ? Je vous pose cette question, Jean-Pierre Thierry. On a plusieurs cas où c'est la médiatisation qui déclenche la crise. Et je dirais, l'empathie aussi, elle doit provenir très certainement de la gestion de l'hôpital et des relations avec la famille. Alors, on n'a pas les détails, donc on ne sait pas pourquoi c'est parti c'est quelqu'un qui se positionne comme un lanceur d'alerte en Alsace, mais dans d'autres pays, quand l'hôpital ou la structure de soins ou le médecin gère un peu proactivement, engage très vite des discussions avec la famille, et c'est une autre forme d'empathie, il n'y a pas obligatoirement cette escalade, même si on verra effectivement dans les enquêtes comment ça a été géré. Donc l'empathie, elle doit être à tous les niveaux. Oui, c'est-à-dire que derrière, il ne faut pas cacher l'affaire. Dans les erreurs médicales, très souvent, l'affaire est cachée. Pour plein de raisons, pour des raisons de honte, parce que beaucoup de professionnels souffrent de ces affaires, ça nous échappe pas du tout.
aussi parce qu'il y a des intérêts financiers. L'hôpital peut être son propre assureur, il est sous contrainte financière, il essaiera de pas débourser. Alors, on a un office maintenant national qui essaye de pallier ces dérives, si vous voulez, mais en même temps, nous, notre référence, c'est la sécurité du transport aérien. Il y a un moment où les pilotes déclaraient pas les erreurs et la sécurité a fait un grand bond quand on a déclaré les erreurs. Il faut assumer les erreurs pour les corriger. On s'aperçoit que l'affaire explose quand c'est un lanceur d'alerte qui s'en empare. Donc c'est un peu étonnant. Alors, bon, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. On ne peut pas remettre en cause l'empathie des professionnels du SAMU à travers la France. Je crois que les professionnels sont extrêmement non, mais ça peut être une faute individuelle. Et touchés. Alors là, c'est difficile à dire aussi. L'enquête le dira. Mais il faut savoir qu'il y a deux choses qui sont importantes. D'abord, les SAMU ne sont pas jugés au rendement. Simplement, on a des appels qui arrivent et on veut répondre à ces appels le plus vite possible, puisque derrière chaque appel, on ne sait pas ce qu'il y a. Il peut y avoir des cas dramatiques comme celui-là, d'autres moins. Donc l'objectif est de répondre très rapidement aux appels, en moins d'une minute en tout cas. Et ensuite, les SAMU sont des services hospitaliers, c'est-à-dire qu'ils sont dans une logique de qualité, dans une logique de revue de morbimortalité, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a des problèmes comme celui-là dans les SAMU, comme dans les autres services hospitaliers, il y a une analyse du cas, il y a une réécoute des bandes, il y a le service qui se réunit pour dire, voilà, il y a eu ou pas dysfonctionnement, comment on peut aménager les choses. Donc, il y a quand même une politique qualité au niveau des SAMU qui s'est améliorée. Alors, cette affaire, cette terrible affaire, dramatique affaire de Naomi Musenga, en rappelle une autre, celle de Thomas Verret. Et nous sommes avec Édouard Bourgin, l'avocat de la famille Verret, en duplex de Sainte-Maxime avec Emma Arnaud. Bonsoir maître. On va rappeler qu'en 2017, Thomas Verret appelle le SAMU de l'Isère après une mauvaise chute de trampoline. Que se passe-t-il à ce moment-là ? Oui, mon client, Monsieur Verret, a subi exactement la même mésaventure, le terme est mal choisi, que cette jeune femme Naomi, à savoir un accueil tout à fait odieux d'un régulateur du SAMU, qui a participé à perdre sa jambe, qui a donc été amputée dans les heures suivant cette prise en charge catastrophique. J'entendais un de vos intervenants parler de problèmes institutionnels et de nécessité d'enquête. Pour ma part, l'enregistrement se suffit à lui-même. Nous n'avons aucune sorte de problème institutionnel ou d'organisation du SAMU en l'espèce. Nous avons une faute personnelle d'un assistant régulateur qui ne fait pas son métier, qui ne procède à aucun interrogatoire, ne serait-ce que succinct, de la personne qu'elle a au téléphone. Donc moi, ma version des faits dans ce dossier Naomi est que nul besoin d'enquête, il y a une faute personnelle, grave, d'ailleurs susceptible de revêtir une double qualification pénale. Mais alors, dans l'affaire que vous avez défendue, celle de Thomas Verret, je préciserai que le médecin régulateur, quand même, il faut le rappeler, qui avait donc été confronté au cas de votre client, jeune animateur sportif, lui avait dit sur un ton désagréable de remettre lui-même son genou en place, qui était tordu à 90 degrés. Il l'a fait d'ailleurs, et c'est comme ça qu'il y a le début des complications. Alors. Tout à fait. Moi, je pense qu'aucune erreur médicale ne survient sans une erreur d'humanité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le médecin n'écoute pas ou ne respecte pas son patient, c'est la porte ouverte à l'erreur médicale. Et dans le cas de M. Verret, c'est exactement ce qui s'est passé. Le régulateur a été tout à fait odieux, c'est le terme, et son inaptitude à traiter le sujet de ce jour-là l'a conduit à demander à mon client de réduire lui-même sa luxation du genou. Il faut savoir que son genou était complètement tordu, il était donc dans une situation catastrophique, un besoin un péril évident et imminent, et le médecin régulateur lui a demandé, alors que mon client avait le téléphone à la main gauche, avec sa main disponible, de redresser lui-même, de retordre sa jambe, alors qu'on sait que le genou est quelque chose de tout à fait vascularisé. Donc, erreur d'humanité commande le plus souvent une erreur médicale. Mais alors, comment on corrige ces erreurs d'humanité ? Visiblement, pendant très longtemps, on les cachait parce qu'on était un peu honteux de ce type d'erreur. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de les médiatiser, ça a fait réfléchir tout le monde ? Alors, la situation est commune, à mon avis, entre l'affaire qui concerne mon client, M. Verret, et cette jeune femme décédée, Naomi, à savoir qu'à mon avis, c'est ce manque d'écoute qui cause l'erreur médicale. Par conséquent, le juge civil ou pénal va sanctionner l'ensemble. À mon avis, dans le cas de Naomi,
il y a un défaut absolu d'interrogatoire. Cet interrogatoire est totalement indigent. La personne ricane et au lieu de poser 3-4 questions essentielles pour faire son travail, il y a ricanement et il y a parti pris évident. À mon avis, ce comportement est susceptible de revêtir une double qualification pénale. Peut-être même la plus grave, à savoir celle de non-assistance à personne en danger, qui sanctionne le fait de quasiment volontairement ne pas porter assistance à une personne en péril. C'est vrai que François Brun, vous qui êtes président de SAMU Urgence de France, à aucun moment l'opératrice n'a posé une question pour savoir précisément ce qu'avait cette jeune femme. C'est ce qui choque le plus dans l'enregistrement. Donc là, on n'est plus dans un dysfonctionnement du système, on est dans une faute. On a un système qui est organisé pour avoir un certain nombre de verrous de sécurité. Ce système est construit avec le premier appel éventuellement chez les pompiers, qui est contrôlé ensuite par un assistant de régulation, puis un médecin régulateur. Et on voit bien là que 2 verrous n'ont pas tenu et que le 3e n'a pas été mis en œuvre. Donc oui, il y a un dysfonctionnement à ce moment-là de l'ensemble du système. Quant à savoir quelle est l'origine de ce dysfonctionnement, je pense qu'effectivement l'enquête va permettre d'en savoir un petit peu plus. L'enregistrement apporte quand même pas mal de réponses déjà. L'enregistrement, en tout cas, oriente vers un certain nombre de réponses. Le manque d'humanité est évident et l'absence de questions aussi. Maintenant, y a-t-il des raisons à cela? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas une procédure normale de fonctionnement d'un SAMU Centre 15. Maître Bourgin, il est temps donc de se servir de ces cas dramatiques pour faire bouger les choses. Mais alors, c'est quoi? C'est l'humanité qu'il faut apprendre aux assistants, régulateurs, aux médecins, aux opérateurs? C'est une question de formation? Le maître mot... je suis absolument horrifié que la simple écoute de cet enregistrement devrait emporter condamnation unanime de ce comportement de cette assistante régulatrice. Pour moi, qui poursuit régulièrement, hélas, des centres hospitaliers ou des médecins, nous sommes à la recherche de cette violation de l'humanité. À la base de la médecine, c'est l'écoute du patient. Et la médecine commet des fautes à partir du moment où il n'y a plus le respect absolu que doit le médecin envers un patient. Donc si on ne sanctionne pas ce défaut d'humanité, on perd de vue ce qu'est la médecine finalement. Merci Maître Bourgin, donc avocat de la famille Verret. Merci à tous les trois. On verra ce que l'enquête nous apprend de plus. 18h, bientôt 50.